Bonsoir à toutes et à tous, vous avez choisi le 10-20, en voici les principaux titres. Elle est bien tombée sur les hauteurs vosgiennes, la neige est là sur les pistes, de quoi combler ceux qui ont choisi de faire un week-end de ski en famille. On a recensé des oiseaux d'eau aujourd'hui, en même temps et partout dans le monde, un comptage à grande échelle que nous avons suivi en Meuse. Et puis comment nous amener à lire davantage, mais aussi à découvrir les plus petits éditeurs. C'est l'objet de la première nuit de la lecture partout en France. Nous irons au festival des éditeurs indépendants à la Neuville devant Nancy. Retrouvez notre invité dans ce journal. De 20 à 40 cm, la neige, la vraie, est donc enfin arrivée dans les Vosges, une poudreuse que certains d'entre vous ont décidé d'apprécier en famille ce week-end. Exemple à Rouge-Gazon avec Élise Laperdrie et Mostafa Mohamed. Voilà, tourne, c'est les épaules qui vont suivre le snowboard. Le corps n'a pas besoin de bouger beaucoup. Première sensation de la saison et premier conseil aux novices de la glisse. Au Rouge-Gazon, la neige dense tombée depuis hier a offert aux Lorrains la possibilité d'une journée détente sur les pistes à la dernière minute. On passe de très bons moments, la preuve, les enfants sont heureux, ils en profitent et puis on y va. Tant que ça glisse, on peut y aller. Je faisais beaucoup de ski, mais du coup c'est la première fois que je fais du snow, puis ça me plaît, j'aime bien. Le domaine skiable est intégralement ouvert. Un soulagement pour la station qui pâtit depuis 2 ans d'un début de saison retardé, faute de neige en décembre. Le week-end dernier, on était vraiment sur les starting blocks en pensant qu'on allait pouvoir ouvrir plus. Malheureusement, ce n'était pas possible. Et avec les prévisions météo, on a su que ce week-end, on allait pouvoir ouvrir. On a des belles pistes toutes blanches, bien damées. L'idéal pour skier. Exact. Il manque plus que le soleil, après, ce sera parfait. Pour certains, les premières neiges, c'est aussi l'occasion d'arpenter la forêt vosgienne et ses pistes de fond. Pour ses 40 ans, Angélique avait prévu de fêter son anniversaire en famille au Rouge-Gazon ce week-end. Comme cadeau bonus, elle a eu 30 cm de poudreuse. Que du plaisir. C'était inattendu, on ne pensait pas qu'on aurait de la neige et puis finalement, c'est un plus. Le bol, ça s'organise. Ça fait depuis mai qu'on travaille sur ce projet, vous comprenez? Non, c'est vrai que c'est génial. Il y a 15 jours, tout le monde disait « Oh, ça va être affreux, il n'y aura pas de neige et tout ». Et puis, voilà, les dieux de la neige sont avec nous, c'est super. 2 kilomètres à parcourir pour atteindre le chalet relais et sa pause déj réconfortante, avec quelques difficultés techniques pour appréhender le matériel. Les fixations sont un peu dures, là, le casse-croûte va devoir attendre? Je pense qu'il ne mangera pas. Il va nous regarder de dehors et il va perfectionner le style. Finalement, chacun a quand même eu droit à son petit casse-croûte et est reparti avec des souvenirs de montagne plutôt revigorants. Justice. En bref, Francis Haune sera donc seul à comparaître devant les assises de la Moselle pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. On connaît désormais la date du procès. Ce sera du 25 avril au 10 mai prochain. C'est aujourd'hui la journée internationale du comptage des oiseaux d'eau migrateurs, un recensement nécessaire à la prévention et à la préservation de la biodiversité. Il a été effectué au même moment partout dans le monde, comme ce matin sur l'étang du Parois en Meuse. Séverine Dangin avec Yves Kreidel. Là, je vois pas mal de colverts. Le problème, c'est quand là on commence à avoir une masse de canards ensemble, il faut les regarder un par un pour tous les différencier. Identifier, répertorier et recenser tous les oiseaux d'eau migrateurs présents sur cet étang n'est pas une mince affaire. Pourtant, ces passionnés d'ornithologie répètent l'opération tous les mois, entre novembre et mars. À l'aide des longues vues, on va balayer l'étang de la droite vers la gauche. Donc on choisit une espèce, par exemple le canard colvert, et on va compter de droite vers la gauche, donc tous les canards colverts qu'on va pouvoir voir, et après on n'y revient plus. Une fois qu'on a fait une espèce, on estime que on va garder ce chiffre-là et on passe à une autre espèce et on recommence l'opération. Objectif, comparer les données mois par mois, année après année, mais aussi secteur par secteur et en tirer les leçons en créant des zones protégées. Ici, on se trouve sur l'étang du Perrois à Herméville et c'est classé donc, par le conseil départemental en espace naturel sensible parce que cette zone-là a un fort intérêt justement en termes de biodiversité. En termes de canards, puisque tous les ans, on remarque qu'il y a quand même pas mal d'oiseaux finalement qui viennent dessus. Et puis après, même en termes de libellules, plantes, amphibiens, etc., c'est un milieu très riche, quoi. Colverts, cormorans, grues cendrées ou encore grandes aigrettes. Au total, aujourd'hui, près de 600 individus d'une dizaine d'espèces différentes ont pu être dénombrés.
Un procédé révolutionnaire d'extraction de métaux rares avec des plantes vient d'être mis au point par l'équipe du laboratoire Sol et Environnement de l'Université de Lorraine. Cette technique écologique ouvre la voie à une nouvelle branche industrielle, l'agromine. Et les perspectives économiques sont très prometteuses. On voit ça avec Eric Molotov et Olivier Bouillon. Voici Alyssum murale. Cette plante, dénuée d'attrait esthétique, est une véritable machine d'extraction minière. Elle appartient aux espèces dites hyper-accumulatrices. Elle pompe le nickel dans le sol et le stocke. Le laboratoire Sol et Environnement de l'Université de Lorraine a réussi sur 1 hectare de culture à extraire 120 kg de ce métal précieux. La spécialisation de ces plantes, et oui, effectivement, elle développe une physiologie propre. Donc, par le biais de l'évolution génétique, et qui leur permet d'absorber au niveau des racines de manière très efficace des métaux comme le nickel, mais aussi de les transporter vers les parties aériennes, les feuilles, les fleurs, les fruits, et pour les stocker en très très grande concentration. Les plantes hyperaccumulatrices sont connues depuis le 19e siècle. L'innovation réside dans la mise au point du procédé pour récupérer le métal stocké dans la plante. Cette invention est le résultat du travail mené par la chimiste Marie-Odile Simoneau et son équipe pluridisciplinaire. Ici, vous avez la plante. Cette plante, nous la broyons. Ensuite, nous la brûlons. Alors, nous la brûlons, ce qui permet également de produire de l'énergie. Et la cendre contient jusqu'à 15 à 20% de nickel, ce qui est plus que tous les minerais sur Terre portant du nickel. L'Université de Lorraine bénéficie d'une longue expertise dans l'étude des rapports biochimiques entre les plantes et les sols. Cette expérience est issue des travaux de dépollution menés depuis les années 80 sur les anciennes friches industrielles de la région. À partir de ces milieux qui sont finalement considérés plutôt comme des handicaps, quel bénéfice on peut en retirer? Comment peut-on les considérer comme une ressource? Donc la genèse, c'est ça. C'est d'abord des milieux dégradés pour lesquels on essaye de mettre au point des techniques de traitement, qui peuvent être des techniques physiques, chimiques, et également des techniques biologiques. Ce procédé révolutionnaire donne naissance à une nouvelle activité industrielle prometteuse, l'agromine. Outre le nickel, il est possible aussi d'extraire des terres rares, du cobalt et du cadmium très utilisés dans l'industrie. Marie-Odile Simoneau et son équipe ont déposé le brevet et sont passés à la phase pré-commerciale avec la création de la start-up baptisée Econic. Le ministère de la Culture initie aujourd'hui la première nuit de la lecture dans les médiathèques partout en France. De quoi vous donner envie d'ouvrir un livre plus souvent peut-être, et pourquoi pas ceux édités par les éditeurs indépendants. À la Neuveville devant Nancy aujourd'hui et demain se tient le festival des éditeurs indépendants organisé par La Neuve Livre. On va évoquer dans un instant les difficultés que rencontrent ces éditeurs avec notre invité en direct et en duplex. Mais avant cela, je vous invite à découvrir ce que propose ce festival avec Evelyne Billot et Boris Kratchmar. Petit poisson d'or, petit poisson d'or! Le petit poisson d'or est arrivé, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Pas de livre en main, mais quand même l'envie, la volonté d'amener son public à la lecture. Ancienne maîtresse d'école, aujourd'hui conteuse, amateur, Joëlle Guérin fait rêver, réfléchir, frémir parfois, avec ses histoires qui résonnent comme autant de belles leçons de vie. C'est vrai que quand ils ont déjà la structure du conte, quand ils ont essayé d'en faire aussi, de faire des histoires, eh ben, je pense qu'ils sont beaucoup plus prêts à lire. Ça permet à la fois de rêver et puis de s'aider soi-même et de grandir. Et savoir comment se fabriquent ces livres qui font grandir, c'est le but de La Neuve Livre. Cela passe par des ateliers d'écriture, de gravure. Cela passe aussi par la mise en lumière des éditeurs, plus particulièrement des éditeurs indépendants. On connaît bien les auteurs. Souvent, on fait donc des salons où les auteurs sont là. On connaît les illustrateurs, mais les éditeurs, très souvent, ne sont pas, au niveau de la chaîne du livre, ne sont pas devant le feu de la rampe. Ça te plaît, toi, de savoir comment on fabrique un livre ? Oui, ça me plaît, parce que plus tard, je pourrais essayer, et voilà. À découvrir encore ce dimanche 15 janvier. Bonsoir, Annick Lilienthal.
vous êtes éditrice. Bonsoir. L'association du Moule à Gaufres, c'est vous, et vous êtes également une des co-organisatrices de ce rendez-vous. Quand je regarde le communiqué de presse pour cet événement concernant ce festival, je lis « Assurer une bonne visibilité des éditeurs auprès du public ». Pourquoi ? Parce que le public connaît très très peu le travail de l'éditeur. C'est vrai qu'on connaît majoritairement l'auteur, le titre d'un livre. L'éditeur passe un petit peu inaperçu. Or, quand c'est un gros éditeur, il est connu parce qu'il fait des produits qu'il vend bien. Mais les petits éditeurs sont très peu connus et très peu mis en avant. Or, c'est là où se trouvent toutes les pépites et c'est là où c'est un véritable laboratoire de recherche. C'est ce qu'on avait vraiment envie de mettre en avant durant ce week-end et qu'on veut continuer à mettre en avant. Ça veut dire, soyons francs, qu'aujourd'hui, on ne trouve pas, ou en tout cas on a du mal à trouver certains éditeurs indépendants. Allez, par exemple, dans les médiathèques, dans les librairies ? Oui, parce que déjà, ils ne sont pas forcément connus des libraires et ni des bibliothécaires. Donc voilà, donc pour se faire connaître, les petits éditeurs doivent faire les salons, doivent multiplier les manifestations, ou alors des coups d'éclat, mais ça c'est au petit bonheur la chance, puisque nos publications sont essentiellement des coups de cœur et non pas des produits. Voilà, donc quand on a un livre qui arrive à se faire reconnaître de manière nationale, pour nous c'est une chance inouïe. Voilà, donc là vraiment l'idée était de mettre en avant le travail de ces éditeurs, le travail de recherche et surtout la passion qu'il y a autour et la vie qu'on peut y trouver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, financièrement, ces petits éditeurs indépendants ont beaucoup de mal ? Les éditeurs indépendants doivent bien souvent faire un autre travail alimentaire pour pouvoir vivre, oui. Mais je pense qu'on en discutait tout à l'heure, je pense qu'aucun changerait sa vie pour rien au monde, même pour quelques milliers d'euros en plus. Voilà, notre passion nous enrichit tellement, nous donne tellement de sens à notre vie qu'on tient à la garder comme ça, même si c'est difficile financièrement, ouais. Rapidement, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que aujourd'hui on parle beaucoup d'amener les jeunes à la lecture notamment, est-ce que par le biais de vos livres, de vos éditions et des petits éditeurs indépendants, est-ce qu'on peut facilement amener les jeunes à la lecture ? Est-ce que finalement ce ne sont pas ces grosses machines, ces gros éditeurs qui ont plus dans leur catalogue ? Alors, les gros éditeurs ont les moyens de faire des petites choses qui sont aussi très intéressantes. Maintenant, c'est pas non plus les choses qu'on va mettre en avant forcément. Ce qu'on va mettre en avant, ça va être plutôt du livre produit. Nous, on est en dehors du livre produit. Donc maintenant, si on veut vraiment amener les jeunes à la lecture, je pense qu'il faut leur apporter une autre manière de lire, une autre manière de voir le livre et de voir le travail qu'il y a derrière. Voilà, c'est comme le hamburger de chez McDo, par exemple, avec le hamburger fait maison, bio, des fermiers d'ici. Merci, voilà, donc, merci beaucoup Annick Lilienthal, vous êtes éditrice, je rappelle, le Moule à Gaufres, les éditions Le Moule à Gaufres, c'est vous, et vous étiez au festival des éditeurs indépendants qui continue demain à la Neuville devant Nancy. Merci beaucoup. Il y avait en sport un match repoussé cet après-midi des 32e de finale de la Coupe de France de football. Lunéville recevait Chambly, le FC Chambly, club de national qui s'est imposé 2-0. Une équipe de Lunéville forcément déçue. Écoutez. C'est la Coupe, donc forcément à partir du moment où on se fait éliminer, on a de la déception, mais je pense qu'on n'a pas démérité. On a donné tout ce qu'on avait. Au final, ça ne s'est pas joué à grand-chose. On a eu un peu de réussite en première mi-temps. On a su faire le dos rond, malheureusement, quelques petites erreurs qui nous mettent dedans. Mais je tiens quand même à féliciter cette belle équipe de Chambly qui a su rester solide. Il n'a pas fait d'erreur. C'était vraiment pas facile pour eux non plus et ils ne sont pas tombés dans le panneau. Et puisqu'on vient de voir Gennaro Brasigliano, ancien gardien de but de la SNL en championnat de Ligue 1, la SNL reçoit justement ce soir Bastia à 20h. Nancy qui va tenter de décrocher une 5e victoire consécutive lors de cette 20e journée. On va passer à l'histoire. Alice Duclos participera aux commémorations de la libération des camps du 22 au 27 janvier organisées par le Bundestag à Berlin. Elle fait actuellement son service civique au Centre mondial de la paix à Verdun. Rencontre avec Delphine Lahandé et Bruno Courteau. Ma mission s'intitule Ambassadrice de la mémoire. À 24 ans, Alice quitte son Luxembourg natal, direction Verdun et ses champs de bataille. Je voulais vraiment me lancer un défi dans un sens où je voulais découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, la Première Guerre, et comprendre vraiment l'évolution du monde durant les 100 dernières années.
Depuis presque un an, elle effectue un service civique franco-luxembourgeois au Centre mondial de la paix. J'ai fait donc énormément de médiation culturelle. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, des ateliers avec des jeunes scolaires sur le thème majoritairement de la Première Guerre mondiale, des relations franco-allemandes et aussi de tout ce qui est conflits internationaux et résolution de conflits pour arriver à la paix. À la fin du mois, elle se rendra à Berlin pour les commémorations de la libération des camps. Un privilège car seuls 2 jeunes peuvent être sélectionnés pour représenter leur pays. On a vu vraiment son investissement très fort. Elle a une curiosité naturelle également à s'emparer des différents dossiers historiques. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'était un autre dossier qu'elle voulait vraiment comprendre. Donc on a trouvé que c'était intéressant d'envoyer Alice, de sélectionner Alice pour cette participation en 2017. Le thème de cette année est l'euthanasie. On va regarder justement aux exterminations que les nazis ont fait des personnes déficientes mentales. Et donc ça va vraiment être un programme qui va être très émouvant, très riche. On va pouvoir commémorer des aspects justement de cette extermination qu'on connaît moins. Alice partagera cette expérience avec 40 jeunes venus d'Israël et d'Europe. Notre page 14-18 nous emmène ce soir dans les Ardennes occupées à la découverte d'une chapelle allemande édifiée en 1917. Un édifice religieux aux références antiques construit pour honorer la mémoire des soldats tombés au front et qui a résisté, vous allez le voir, à l'épreuve du temps. Nous sommes à Falaise, au cœur des Ardennes, un village occupé comme beaucoup d'autres par les troupes allemandes. Des occupants qui construiront ici l'un des rares édifices religieux encore préservés aujourd'hui, la chapelle de Falaise. Dès septembre 1914, les premiers soldats allemands arrivent dans le village qui devient vite un lieu de cantonnement et de repos pour les troupes à une vingtaine de kilomètres seulement du front de Champagne. Comme dans le reste du département, la présence allemande à Falaise durera 4 ans, soit toute la durée du conflit. Les corps des soldats tués sur le front par les Français sont alors rapatriés ici pour y être enterrés. Pour honorer la mémoire de leurs camarades et marquer le territoire de leur empreinte, les Allemands décident de construire cette chapelle en 1917. À l'origine de sa construction, les soldats du 236e régiment d'infanterie de réserve donnent une tonalité résolument antique à l'édifice. Sur la façade, de 7 mètres de haut, abîmée par les balles, un guerrier tient dans sa main droite une couronne de laurier, symbole de la victoire, et dans la gauche, un glaive représentant la force et le combat. Au fond du monument, un bas-relief met en scène la veillée du défunt. Une épouse, avec son enfant dans les bras, et une mère se recueillent devant l'urne funéraire avec à l'intérieur les cendres des héros tombés pour l'Empire. Des soldats, 150 en tout, au nom, gravés dans la pierre. Miraculeusement préservée des bombardements français, la chapelle ne fut découverte par les habitants de Falaise qu'à leur retour sur place en 1919. Tombée dans l'oubli, abîmée par le temps, elle ne fut réhabilitée qu'en 2010 grâce aux travaux d'un groupe de bénévoles franco-allemands. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Catherine Matoche pour l'actu nationale. À la une, il est tombé beaucoup de neige et une avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques a fait un mort et un blessé grave, 2 randonneurs. Dans l'actualité politique, François Fillon tente de rassembler ses troupes à moins de 100 jours de l'élection présidentielle. Le candidat de la droite persiste et signe sur son projet jugé brutal par certains. Il réclame de la discipline dans son parti. Voilà pour cette édition régionale du 19-20. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve demain à midi. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.